Bonjour, bienvenue encore une fois au webinaire de Faction A, intitulé Détecter les fraudes et les erreurs dans vos comptes de dépenses à l'aide de Power BI de Microsoft. Alors, premièrement, je vous remercie de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est Étienne Castonguay et pour les prochaines 50 minutes, je serai votre modérateur. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de vous présenter ce qui est possible de faire avec les technologies de Microsoft, à savoir plus particulièrement, naturellement, Power BI, pour la création étape par étape de tableaux de bord interactifs dans un contexte, dans ce cas-ci, financier. Alors, vous apprendrez aujourd'hui comment détecter les fraudes et les erreurs dans vos comptes de dépenses, ainsi que plusieurs autres astuces de Power BI, avec un exemple concret de création d'un tableau de bord. Pour ce faire, on va faire ça sous forme d'un exemple qu'on va bâtir devant vous en mode de démonstration. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, j'ai fait appel à mes deux collègues. Le premier, Régent Godin, associé, cofondateur de Faction A. Régent compte plus de 25 années d'expérience en finance et naturellement, ça le rend très sensible aux défis que présente l'utilisation d'outils tels que Power BI dans un contexte spécifique aux finances. Le deuxième, Alexis Morissette, conseiller en solutions analytiques, communément appelé intelligence d'affaires ou BI. Alexis est détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est aussi un praticien d'expérience, comme vous allez pouvoir le constater avec Power BI. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à notre auditoire que le webinaire se veut interactif. Donc, il vous est possible de poser directement des questions par clavardage tout au long du webinaire. À la toute fin, on va répondre à toutes les questions reçues et si jamais on manque de temps, parce que ça arrive assez souvent, on répondra aux questions individuellement, soit par courriel ou autrement, mais on va s'assurer que tous obtiennent des réponses. Alors, naturellement, on vous invite à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure où la présentation va progresser. Finalement, j'aimerais vous rappeler aussi que vous aurez accès à la copie de la présentation par courriel, puis ça, quelques minutes après que le webinaire sera complété, et que la présentation est aussi enregistrée. Alors, l'enregistrement, quant à lui, sera accessible à partir de demain, si vous désirez, par exemple, le partager avec vos collègues. On vous enverra un courriel à cet effet, vous donnant les hyperliens vous permettant d'accéder à l'enregistrement ainsi que la présentation. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Donc, premièrement, une petite mise en situation par rapport à la situation existante, c'est-à-dire l'utilisation très souvent de chiffriers Excel et de tableaux croisés dynamiques pour créer, par exemple, des rapports sur les comptes de dépenses. Alors, on va vous montrer comment transformer ces tableaux de bord-là en fait, ces chiffriers-là en tableaux de bord interactifs. Et ensuite, comment diffuser ça de manière sécure en regardant un exemple concret. Avant de faire ça, on va faire une petite pause publicitaire simplement pour se présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et on va passer tout de suite à la démonstration avec Alexis à ce moment-là. À la toute fin, on reviendra avec une courte conclusion et on va passer à la période des questions. Alors, sans plus tarder, je vais transférer le contrôle à mon collègue Régent. Donc, Régent, à toi la parole. Merci beaucoup, Étienne. Bienvenue à tous à ce webinaire aujourd'hui en finance. On va juste réviser un peu la façon qu'on fait les choses avec Excel traditionnellement, ces choses-là. Fait que ce qu'on fait généralement, quand on n'a pas Power BI, on verra tantôt la façon plus moderne de le faire. On va prendre nos données de nos systèmes financiers. Bon, c'est peut-être Microsoft Dynamics, Oracle, peu importe. On va prendre ça puis on va mettre ça dans des chiffriers Excel, puis on va les classer. En fait, c'est des données brutes. Mais les données qui nous concernent aujourd'hui, vu qu'on va parler des fraudes et des comptes de dépenses, il y a trois grands thèmes. Il y a la non-conformité, il y a les fraudes, vols, corruption, puis il y a le risque de mauvaises pratiques de gestion et d'abus.
Je m'explique, là. Puis là, quand je vous dis ça, ce que j'essaie de faire, c'est en même temps de dire, quel genre de données on va vouloir mettre dans nos fichiers Excel pour éventuellement les analyser. La non-conformité, par exemple, c'est le risque de non-contrôle. En fait, c'est des employés, des cadres, des fournisseurs, des clients qui se conforment pas aux politiques, puis de la société. Un exemple facile, là, c'est, moi, la politique de la compagnie, c'est 45 sous du kilomètre pour l'automobile, mais dans le fond, je mets 52. Mais ça passe tout le temps 52. Fait que ça, c'est peut-être une situation que vous voulez analyser puis que vous voulez contrôler. Parce que des fois, même dans le contrôle interne, des fois, on voit pas tout. Fait que ça, c'est peut-être le premier sujet. Le deuxième, c'est les fraudes, les vols, puis la corruption vraiment. Là. Ça, c'est par exemple, encore en charge, ça peut être des employés, des dirigeants ou des fournisseurs qui se permettent, par exemple, des choses, mais qui jouent un peu. Par exemple, un exemple concret, c'est la date du repas qui est pas dans le bon jour ouvrable. Je réclame, par exemple, des repas le dimanche midi. Mais dimanche midi, tu n'as certainement pas vu de client, puis tu n'as certainement pas vu, à moins que tu aies travaillé au bureau, tu as fait quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est pas correct là-dedans. Ou, par exemple, il y a quelqu'un qui va 3 fois au même restaurant dans la même journée. Mais c'est conforme aux politiques, mais par exemple, ça, c'est plus une fraude. Fait qu'on va peut-être vouloir détecter ça aussi. Mais pour détecter ça, Régent, oui. je voudrais t'interrompre. On me dit qu'on ne voit pas ton écran. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais simplement reprendre le contrôle de présentation, Est-ce que puis tu vois mon montrer écran? l'écran. En fait, non, je vais utiliser mon écran et OK. puis j'avancerai au fur et à mesure parce que là, on me dit qu'on ne voyait pas ton écran. Bon, malheureusement, OK. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. C'est la prochaine slide, celle-là. Bon. OK, on recommence. Donc, les fraudes, les corruptions, c'est par exemple, on va prendre les repas, le jour ouvrable, etc. Ça, on va peut-être vouloir, par exemple, trouver ces données-là, puis les mettre, puis c'est ça qu'on va analyser. Puis le troisième sujet, c'est le risque de mauvaises pratiques de gestion, puis les abus. Hein? C'est la même chose, tout le temps le même groupe. Hein? Ça peut venir du fournisseur, ça peut venir du dirigeant, de l'employé. Puis que c'est des choses qui sont pas comme raisonnables. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple, c'est que je réclame, moi, de l'essence. Mais je réclame, je vais dire n'importe quoi, 10 000 d'essence, mais j'ai parcouru 100 kilomètres. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu fais pas, 1 litre au 100, là. C'est pas ça. Donc, on va essayer peut-être de détecter des choses comme ça. Puis pour ça, il va falloir aussi avoir des politiques ou surtout mettre dans les chiffres Excel les données pertinentes aux analyses. Fait que ça, c'est les grands trois comment je vais dire, sujets où est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver des erreurs ou des fraudes. Hein? C'est pas tout le temps des fraudes, ça peut être aussi des erreurs. Fait que dépendamment de ce que vous voulez faire, nous, on va prendre les données en fonction de pouvoir analyser ça par la suite. Bon, un coup qu'on a mis ça dans nos chiffriers Excel, la prochaine étape, c'est de pouvoir, Layton, tu peux changer la prochaine étape, c'est des mettre par catégorie. Hein? Là, un coup qu'on a nos données, là, je vais mettre des dimensions, le type de voyage, l'employé, la géographie ou les clients. Hein, on se rappelle qu'au début, j'ai des données, j'ai des faits. Là, à ce moment-là, je trouve à avoir des dimensions. Puis là, un coup que j'ai fait les dimensions, puis que j'ai bien tout classé mes données dans mon chiffrier Excel, la prochaine étape par la suite, là, je vais essayer de faire pour les meilleurs d'entre nous, vont être capables de faire un pivot table, c'est-à-dire une modélisation qui permet de mettre la table de fait et toutes les dimensions alentour. Ça va être pratique parce qu'après, quand on va vouloir analyser, ça va être plus facile quand on va monter nos chiffriers. Mais vous n'avez pas à sentir mal, c'est très rare qu'on va rencontrer des gens qui réussissent, qui ont une connaissance d'Excel qui leur permet de faire ça. J'en ai rencontré, mais c'est peu. Mais la bonne nouvelle, pour ceux qui ont fait ça, on va le récupérer tantôt. Dans Power BI, on va être capable de faire ça. Bon, un coup qu'on a fait cette étape-là, l'étape suivante, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données, puis là, on va les trier, puis on va les classer en fonction des rapports qu'on veut produire. Mais les rapports, on les produit comment? En disant, lui, le vice-président, il a le droit de voir ça, fait que lui, c'est le genre de rapport qu'il veut. Fait que lui, j'ai fait son rapport à lui. Je fais le rapport au directeur, je fais le rapport aux employés, je fais le rapport aux fournisseurs. Mais tout ça, là, hein, quand on est habile avec Excel, là, ça se produit relativement assez facilement, mais il faut tout le temps que je vérifie partout, là, si tout fonctionne, etc. Puis tout ça. Un coup que tout ça, c'est bien fait, bien comme il faut, là, il me reste une chose à faire, à les distribuer.
Hein? Ben, la distribution, ben, je vais le faire par PDF parce que je veux pas qu'il touche au chiffrier Excel. Mais je vais envoyer des fois aussi le chiffrier Excel. Bon, ben là, en sachant très bien que quand le chiffrier Excel va être arrivé à bon port, ben malheureusement, ils vont peut-être modifier un peu le chiffrier Excel. Puis là, les données ne seront pas les mêmes que ceux que j'ai publiés. Puis là, je vais avoir des questions, puis il va parler à son collègue. Bon, là, ce que je suis en train de dire, c'est que le chiffrier Excel vient avec certains problèmes, entre autres de sécurité, évidemment, mais il vient aussi avec des problèmes de manipulation de données, puis c'est pas tout le monde qui aurait potentiellement la même version. Fait qu'on va être tenté d'envoyer du PDF, mais le PDF, il va être long à lire quand il est très long. Fait que tout ça pour dire que on a envoyé ça par courriel, puis là, éventuellement, on va peut-être avoir des questions. Ceci dit, la façon moderne qu'on propose aujourd'hui, c'est de prendre les données au même endroit, c'est-à-dire on va les prendre du système financier, puis là, on va les harmoniser. Hein? Fait que ça, c'est un outil qui permet de, par exemple, si j'ai des dépenses en Ontario et des dépenses au Québec, les taxes sont pas les mêmes, ben je vais dire, OK, enlève les taxes, moi, j'ai pas besoin d'analyser les taxes, je vais analyser juste, par exemple, la dépense comme telle. Donc, c'est un exemple d'harmonisation. Puis un coup que j'ai harmonisé les données, ben là, je vais les installer dans dans un entrepôt de données, oui, mais on appelle ça Azure SQLDB. C'est une base de données, dans le fond, tout simplement, qui est dans le cloud. Je mets ça là, tout bien ordonné. Puis là j'ai mes données. Un coup que j'ai mon entrepôt de données, puis que ça, mes données sont là, puis sont toutes bien harmonisées, ben, l'étape suivante, ben là, vous allez reconnaître le cube qu'on a vu tantôt. Ben, on va faire la même chose ici. Puis là, c'est Azure Analysis Services. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les tables de fait, puisqu'on a déjà notre entrepôt de données. On va prendre la table de fait, puis on va mettre toutes les dimensions dedans pour éventuellement pouvoir analyser à travers Power BI. Parce que la prochaine étape, après avoir fait le cube, après avoir fait ça, ben là, on va se retrouver avec notre tableau de bord Power BI. Là, on voit ici que là, c'est très visuel, ces choses-là. La chose qu'il faut retenir quand on a un tableau de bord comme ça, ben là, on va le diffuser. Hein? Nous, maintenant, on n'envoie plus ça par courriel un coup que c'est avec Power BI. Les gens vont se connecter directement, puis ils vont avoir accès à leur tableau de bord. Puis ils se connectent avec Active Directory, là, une connexion sécurisée déjà existante dans l'entreprise. Donc, un coup qu'on a accès à notre tableau de bord, ben la beauté, c'est que les gens, quand ils vont avoir une question, ils vont pouvoir aller à la simple donnée, à la granularité là, la plus petite. Fait que peut-être que je vais recevoir moins d'appels, moi, qu'aux finances pour dire ah ben oui, mais tu sais, les dépenses de voyage du mois, c'était quel hôtel exactement? Ben je vais potentiellement, parce que moi, j'ai minutieusement tout mis les données dans mon entrepôt de données, tout est là, fait que je vais pouvoir laisser les gens aller voir directement la donnée dans le fond. Fait que ça, c'est un des avantages du tableau de bord de Power BI. Ensuite, ben, on voit les avantages. J'avais vu rapidement là, la slide suivante ici. Bon, la distribution de rapports, c'est ça qui est beaucoup plus facile, puis sécuritaire, puis c'est intéressant avec Power BI. Puis en fait, ici, ce qu'on voit, là, c'est que dans les tableaux croisés, là, dans un chiffrier Excel, quand il y a des X, dans le fond, c'est tous les problèmes qu'on rencontre avec Excel. Hein? Ça se réfléchit pas automatique, la sécurité est pas facile. Après ça, il faut que j'envoie la propagation des informations, c'est difficile, il y a une intervention humaine, etc. Power BI, ça se fait tout automatique. Fait que déjà, on vient de s'alléger de tout ce travail-là à faire. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, c'est des avantages. Il y en a plus que ça, des avantages pour Power BI. Mais en gros, là, pour quelqu'un qui fait des chiffriers, là, c'est ça les avantages. Ensuite, l'autre aussi au niveau de la sécurité, j'en ai parlé quand même beaucoup, on peut définir des rôles. Avec le vice-président, on sait qu'il a besoin de voir ces données-là, mais lui, il peut tout voir les données, disons-le comme ça. Le directeur ne peut pas voir toutes les données, même chose pour l'employé, etc. Tout ça, ça va se faire très, très facilement dans Power BI parce qu'on va définir des rôles, puis le rôle va être attribué à un set de données qui est propre à eux finalement. Puis même chose, code d'utilisateur, puis tout ça. Bon, on va pas mettre un paquet de règles qu'on peut pas faire avec le chiffrier Excel parce qu'on l'envoie par courriel, etc. Tout ça. Puis en terminant, pas en terminant, mais je veux dire, suite à ça, parce que on va avoir la présentation pas terminée, là, mais en terminant, c'est-à-dire sur les fonctionnalités, les alertes, ben là, tu sais, ça c'est intéressant parce que l'utilisateur va pouvoir se mettre des alertes dans Power BI. Il va dire, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est l'augmentation des comptes de dépenses en Ontario pour les hôtels. Quand ça dépasse 15% par exemple, du budget, ben moi, je vais être averti. Bon, ben là, l'utilisateur va pouvoir créer même un paquet d'alertes qui va lui permettre d'aller consulter les données quand c'est pertinent pour lui.
Puis ça, il va pouvoir les changer au gré qu'il veut, puis il va pouvoir changer plein de paramètres. Il va dire, ben, donne-moi ça à la journée, à la semaine, au mois, selon son imagination et surtout selon ses besoins. Fait que ça, c'est très, très important. Puis, il va pouvoir avoir, là, je le vois ici, la notification envoyée par courriel. Il peut se faire envoyer ça par courriel aussi. Fait qu'il n'y a même pas besoin d'aller dans son tableau de bord pour pouvoir consulter les choses. Fait que ça, les alertes, c'est très, très apprécié au niveau des utilisateurs parce que le commentaire qu'on a souvent, c'est que les utilisateurs vont dire « Ah, mon Dieu, avant, j'avais un paquet de rapports, je devais lire partout pour aller chercher ma donnée. Maintenant, écoute, je m'en fais envoyer ça par courriel. Je suis vraiment confortable. J'adore ça. » Que ça, au niveau des alertes, c'est très apprécié. Ce que je viens de raconter, dans le fond, au niveau de la technologie Microsoft, ben, on a Power BI en avant. En arrière, on a le cube qui s'appelle Azure Analysis Services. Puis en arrière de ça, on a Azure Data Factory qui tient compte de l'entrepôt de données. Aujourd'hui, on n'aura pas les trois morceaux. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on va prendre Power BI puis on va s'alimenter des chiffriers Excel. Donc, on n'a pas d'entrepôt de données, puis on n'a pas de Azure Analysis Services. Là, je vais vous mettre un petit bémol. On n'a pas la technologie Azure Analysis Services, mais dans Power BI, il est possible de faire des cubes, des petits cubes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si, par exemple, vous avez beaucoup de volume, vous avez beaucoup de cubes et puis beaucoup d'utilisateurs, ben ça sera peut-être pas possible de faire ça avec Power BI au complet. Donc là, peut-être que Azure Analysis Services, en fait, de l'isoler par rapport à Power BI, ça va peut-être être la meilleure solution au niveau de l'architecture chez vous. Mais généralement, Power BI, c'est une source de données. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Excel. Ça devrait très, très bien fonctionner. Ensuite, ben, là, je voudrais vous expliquer. OK. Finalement, nous, on est Faction A, on est en entreprise de service. En fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on ne vend pas de produits on vend pas de produits dans le fond packagés pour les finances. On revend pas non plus les technologies Microsoft. Nous, ce qu'on fait, on voit que des services. On peut vous accompagner pour bâtir vos environnements BI, votre environnement de Power BI, ou on peut aussi faire complètement le projet pour vous. Puis ensuite de ça, vous assurez la suite du projet en modifiant les tableaux de bord. On peut tout faire ça. On peut faire une analyse, on peut faire l'architecture, l'infrastructure, etc. Fait que nous, on est dans notre entreprise de service. On va chez vous, puis on est des consultants, puis on fait ça pour vous. On est spécialisé Power BI et toute la suite de Microsoft au complet. Sans plus tarder, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration avec Alexis qui va vous permettre de bâtir, qui va vous permettre de voir comment est-ce qu'on bâtit une application avec des chiffres Excel dans Power BI. Donc là, évidemment, nous, on a pris des données de frais automobiles, d'employés, de géographie, de clients. Et puis, à partir de là, ben, Alexis va bâtir un environnement de Power BI au complet. Ça veut dire un tableau de bord, en d'autres mots. Prochaine slide, Étienne. En fait, on est rendu à transférer ça à Alexis. Là. On va transférer le contrôle à Alexis. Je m'excuse un peu de la. Donc, Alexis, on devrait voir ton écran maintenant. Oui, si vous voyez tout ça, moi je suis ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Génial. Donc, merci beaucoup, Régent. Merci beaucoup, Étienne. Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va construire un tableau de bord rapide qui pourrait nous montrer comment on pourrait analyser certains éléments de nos comptes de dépenses de manière à spotter, si vous voulez, des erreurs ou carrément des fraudes. Donc, imaginons pour commencer qu'on a des fichiers Excel où, par exemple, on a une table qui montre toutes les transactions de notre compte de dépenses. Donc, on peut voir tout de suite que on a ça par employé, par date, par client même. On a le montant. Si cela s'applique, on a aussi le nombre de kilométrages qui a été fait. Et ensuite, comment ça pourrait fonctionner, c'est qu'imaginons qu'on a des clés qui nous pointent vers le type de dépense ou vers carrément un voyage en particulier qui a été fait. Donc, sinon les dépenses sont rattachées à un voyage, on est capable de voir à quel voyage c'est fait. Autour de cette table de faits-là, qui est une table transactionnelle, on se retrouve à avoir plusieurs tables de dimensions. Donc, par exemple, oui, ici, on a le numéro d'employé, mais on a une table avec littéralement le numéro d'employé et le nom. Il pourrait y avoir plus d'éléments que ça dans les tables, comme généralement, on pourrait avoir de l'information, par exemple, sur le sexe, la date d'embauche, par exemple. Mais pour simplifier la chose, ici, on a une table relativement simple avec juste des noms. On a quelque chose de similaire avec les types de dépenses qu'on a.
Donc, par exemple, des repas, de l'hébergement, des déplacements en voiture, etc. On a une table similaire ici avec nos clients, donc une liste de clients tout simple. Et on a aussi une table de dimension qui représenterait, dans le fond, imaginez-vous les différents voyages que nos employés ont dû faire cette année. Par exemple, la ville ou le nombre de jours qu'ils ont dû séjourner là. Donc, ça, c'est nos fichiers Excel ici qu'on va apporter dans Power BI. Donc, j'ai déjà commencé ici à faire un certain template, si vous voulez. Mais normalement, quand on débarre, on peut utiliser l'onglet ici Get Data. Et Power BI a plusieurs connecteurs, dans le fond, qui peuvent vous connecter à différentes sources, comme des fichiers plats différents ou carrément des systèmes que vous auriez, vous autres, à l'interne dans votre entreprise. Et donnez-moi un petit moment ici. Et voilà. Donc, vous pouvez voir, on a différents services. Généralement, nous autres, comme Régent l'a expliqué, on pourrait se connecter à des cubes qu'on aurait positionnés dans le cloud. Mais pour aujourd'hui, on va se connecter à un fichier Excel que je vous ai montré. Donc, je sélectionne mon fichier ici. Et Power BI va établir une connexion avec ce fichier-là. Donc, si vous avez peut-être un peu déjà joué avant, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je ne fais pas seulement importer les données de mon fichier Excel, mais je fais une connexion avec lui, dans lequel je vais pouvoir rafraîchir le tableau de bord selon les modifications qui ont été faites dans le fichier, dans le fond. Je vais importer toutes les tables que je vous ai montrées ici. Vous pouvez voir qu'il y a les tables, mais qu'il y a également aussi les onglets. C'est important de comprendre qu'il y a une différence un peu entre les tables qui ont été définies dans Excel et les onglets. C'est généralement une meilleure idée d'importer les tables, qui sont dans un format tabulaire déjà, avec certains champs qui ont été définis. Je pourrais également éditer cette requête-là pour changer quelque chose, certains éléments, si vous voudriez, en cours de requête. Mais pour le moment, ici, on va prendre ça directement comme ça. Donc, dans Power BI, non seulement c'est un outil de développement visuel, un peu comme le tableau de bord qu'on va faire, mais c'est également un peu un outil de modélisation un peu léger qui va vous permettre de mettre en relation les tables qu'on a regardées tout ensemble. Donc, Power BI, automatiquement, quand on importe des données comme ça, va essayer de mettre en relation certaines tables ensemble pour créer un modèle multidimensionnel. On va aller vérifier ensemble pour voir si ces relations-là sont correctes. Mais généralement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir mettre en contexte le fait avec les dimensions qui sont tout autour. Donc, on va pouvoir, en tant que tel, relier des clés avec d'autres pour dire, bon, ben, ce voyage-là, vous dites que c'est client numéro 101. Bien, client numéro 101, c'est tel client. Donc, ça ne devrait pas trop être long vu qu'on n'a pas une quantité très grande de données. Et il y a plusieurs manières de modéliser généralement. Nous autres, on opte souvent pour, mettons, des projets comme ça, d'une modélisation en étoile, qui est dans le fond une table de fait contournée de toutes ces tables de dimensions tout autour. Si vous voulez, vous pouvez aller voir cette modélisation-là que je parle ici en allant dans Relationships, ici dans Power BI. Donc, on va voir toutes les tables qui ont été incorporées. On peut voir ici qu'il y a une relation qui a été faite automatiquement entre ma table de dépenses et ma table de clients. C'est une relation qui est de 1 à plusieurs. Donc, ça veut dire que, par exemple, un seul client peut retourner plusieurs fois dans la table de dépenses. Pour l'instant, cette relation-là est bonne, donc on va la conserver, mais on va également rajouter d'autres types de relations avec les autres tables qu'on a. Donc, c'est tout simple. Ici, j'ai un ID d'employé que je vais relier à ma colonne employé dans dépenses. Je vais faire de même avec les types de dépenses, et faire de même avec les voyages, donc en utilisant l'ID de voyage. Ça, c'est relativement les tables que j'ai ici, mais j'aimerais peut-être ajouter une table additionnelle à tout ça que je n'ai pas dans mon fichier Excel, qui est une table de dimension de date. Normalement, oui, j'ai la date dans ma table de dépenses ici, mais c'est peut-être, je vais peut-être avoir besoin dans mes analyses d'avoir plus d'informations relatives à la date. Donc, par exemple, le nom du mois ou l'année, mais isolée en tant que telle, ou carrément si c'est de l'information comme est-ce une journée de fin de semaine ou non. Je pourrais créer cette table-là dans un fichier Excel toute seule ici, mais quelque chose qu'on a tendance à faire, c'est de créer cette table-là en utilisant le langage DAX dans Power BI. Le langage DAX, c'est le langage tabulaire qui nous permet de créer des mesures et des colonnes calculées dans Power BI. C'est vraiment la force ici du logiciel. Et généralement, si vous êtes un peu habitué à travailler avec Excel, le langage DAX ressemble relativement aux formules que vous auriez créées dans Excel. Donc, pour le moment, je fais tout simplement créer une table. Puis, pour les besoins du webinaire, ici, je l'ai déjà créée. Donc, je vais tout simplement la prendre. C'est une table qui va faire littéralement juste une liste de toutes les dates, mais me ressortir certains éléments comme l'année ou le numéro de mois ou le nom du mois, par exemple. Donc ça, je vais faire ça à même Power BI, ici.
en allant dans l'onglet Modeling et en faisant une nouvelle table calculée. Je pourrais faire une nouvelle colonne, une nouvelle mesure. Pour l'instant, je vais faire une table. Puis comme table, je vais tout simplement coller la fonction que j'ai créée auparavant. Si jamais vous faites certains projets dans Power BI, c'est relativement simple de vous créer soit, mettons, votre même table de date qui peut être réutilisable ou il y a plusieurs ressources sur Internet qui peuvent littéralement vous en donner une aussi si vous voudriez. Vous pouvez voir le résultat de cette table de date ici, où ce qu'on a la liste des dates avec d'autres types de colonnes qui ressortent certains éléments. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de prendre cette table de date-là et de la relier à ma table de faits que j'ai ici avec mes dépenses. Tout ça étant fait, je commence à avoir un modèle qui va me permettre de faire certaines analyses puis de construire mon tableau de bord. C'est vraiment une bonne idée de se construire un modèle assez en béton avant de commencer, puisque ça va nous permettre de mieux ou de plus facilement faire nos visuels par la suite. Ceci étant dit, j'ai certaines colonnes ici dans ma table dépenses qui pourraient carrément être reliées pour faire une somme automatiquement, comme on peut voir là. Mais c'est généralement une meilleure idée de créer ces mesures en DAX de manière à ce qu'il soit plus dynamique et que ce soit plus facile de passer d'un visuel à l'autre. Donc, pour le moment, je vais nous créer 3 mesures relativement simples qu'on va pouvoir réutiliser dans plusieurs visuels. La première étant tout simplement la somme des dépenses. Je les ai encore déjà faites auparavant, mais je vais quand même prendre le temps de vous les expliquer. Ici, vous avez somme de montant, qui est tout simplement la somme de dépenses montant. Comme vous voyez, si vous êtes habitué avec Excel, ça ressemble relativement à ça. Ça, c'est une mesure tout simple qu'on va pouvoir réutiliser. Je pourrais aussi, pour commencer, tout de suite définir puis donner un format à ma mesure en lui disant que c'est un format de $, vu que c'est une somme, par exemple. Je vais faire de même avec mes 2 autres mesures ici. Donc, j'ai un montant moyen, qui est la fonction average. Et là, vous voyez, je suis en train de créer, c'est peut-être plus une erreur de ma part, mais je suis en train de créer ces mesures-là ici dans la table de client. Normalement, on pourrait créer une table exprès pour nos mesures, pour les loger, ou par exemple, les loger dans ma table de faits, dépenses, qui serait probablement la meilleure idée ici. Mais pour l'instant, ce n'est pas la fin du monde si je les ai mis dans le client. Ils vont fonctionner tout comme, même s'ils font la somme d'une colonne qui est dans la table de dépenses. Et ma dernière mesure, qui est littéralement le nombre de dépenses, donc une compte des lignes dans ma table de dépenses qui pourrait être utile pour savoir c'est quoi le nombre de dépenses qui ont été faites, par exemple, pour un certain client ou pour un certain employé. Donc, maintenant que j'ai fait ça, moi, je peux commencer tout de suite à faire certains visuels relativement simples qui montraient peut-être les informations tout de suite en arrivant sur la page. Quelque chose que moi, personnellement, c'est personnel à plusieurs personnes, mais que j'ai tendance à faire, c'est de créer tout simplement quelques cartes qui vont me permettre tout de suite de voir le chiffre des mesures que je viens de créer. Donc, par exemple, ici, si je crée une table dans Power BI, un visuel card, et que je pourrais juste littéralement apporter le montant, disons, la somme des montants ici, pour m'en faire une carte toute simple qui pourrait me montrer l'information tout de suite en arrivant. Donc, par exemple, ici, imaginons qu'on arrive tout de suite et qu'on voit la somme des montants. Et je pourrais faire, mettons, disons qu'on va faire une carte pour chacun de ces mesures-là qu'on a créées. Donc, je pourrais simplement copier et coller ce visuel-là, question de le faire un peu plus rapidement. Là, on peut voir tout de suite que j'avais créé un fond d'écran ici que je vais ramener en arrière, question qu'on puisse tout voir. Et voilà. Donc, j'ai copié-collé mon visuel ici, puis tout simplement, ce que je vais faire, c'est mettre la deuxième mesure qu'on a créée ensemble. Donc, montant moyen. Cette mesure-là étant aussi $, je pourrais carrément changer le format ici pour la mettre en $ aussi. Et prenons le temps, par exemple, de tout simplement faire une troisième mesure, si vous voudriez, avec le nombre de dépenses. Donc là, c'est bien intéressant. On a 3 gros visuels qui, pour l'instant, nous montrent l'information. C'est sûr que c'est de l'information qui est agrégée. Par exemple, pour y arriver, on pourrait carrément se rajouter des filtres à notre tableau de bord pour commencer à filtrer cette information rapidement. On peut carrément créer des filtres en utilisant le visuel de filtre de Power BI, le slicer. Généralement, j'aime bien mettre mes filtres en haut. Ça dépend un petit peu qui fait le tableau de bord. Mais disons, par exemple, qu'on pourrait se rajouter un filtre pour le moment avec, disons, le nom d'employé. Donc, on va chercher ça dans notre table d'employé, le nom. Puis on peut changer le type du filtre. Vous voyez, on a une liste de noms qui va nous permettre de cliquer sur un employé ou non.
On peut changer son format ici pour mettre ça, par exemple, en drop-down, comme il appelle, qui nous permettrait de cliquer sur un employé puis de filtrer le tableau de bord au complet. Comme, par exemple, je filtre sur un employé, les filtres, les visuels changent à gauche. On pourrait copier-coller ce visuel-là et en faire un, par exemple, très similaire sur, disons, le nom de client, par exemple. Donc, je fais tout simplement copier et changer le field ici. Puis, disons qu'on s'en fait un troisième final avec maintenant la date, de manière à filtrer notre tableau de bord sur, par exemple, un certain mois ou une certaine année. Donc, je vais aller dans ma table de date que j'ai juste ici et ajouter tout simplement la date. Je peux voir rapidement qu'il détecte Power BI que c'est une date et qu'il va faire un slicer qui va nous permettre de soit sélectionner entre deux bornes ou de draguer ici pour sélectionner sa date. Donc là, c'est bien intéressant, mais on va commencer probablement à se faire peut-être un peu plus d'idées de nos données en se créant, par exemple, une table avec littéralement juste la liste de nos dépenses pour le moment. Donc, j'utilise ici le visuel de table qui va ressembler un peu à ce qu'on verrait dans un fichier Excel. Puis je vais commencer, disons, en mettant certains éléments comme le numéro de dépense, disons. Il faudrait juste que je rajoute un visuel dedans. Et voilà. Donc, la clé de dépense, disons, ici, que je demanderais à ne pas summariser. Automatiquement, Power BI détecte que c'est un chiffre et aimerait sûrement vous montrer une somme, mais ici, on veut avoir une simple liste. Donc, on a ça ici. On peut rajouter des éléments comme la date, par exemple. Laissez-moi ça ici, je vais mettre ça en arrière également. Send to back. Et enlever l'ancien visuel qu'on avait. Donc, par exemple, on aurait la date ici. On pourrait également apporter le nom de l'employé, disons. Le type de dépense qui a été fait. Donc, dans ma table type. C'est généralement une bonne idée, justement, en modèle en toile, d'importer les descriptions, ce qui nous parle beaucoup plus que, par exemple, juste le numéro de dépense, par exemple. Peut-être qu'on sait bien qu'un repas, c'est le numéro de dépense 3, mais dans ce cas-ci, ça fait plus beau de mettre littéralement la mention repas. On pourrait mettre le numéro de client, par exemple, ou le nom. Mettons le numéro pour l'instant. Allons un peu à l'encontre de ça pour faire un peu plus de place dans notre visuel. Donc, je vais mettre l'ID du client. Je vais lui demander de ne pas le summariser. Et finalement, pour que ça commence à avoir un peu plus de valeur, mettons littéralement la somme de cette dépense-ci. Ce qui va nous permettre d'avoir un tableau qui ressemblerait un peu à un fichier Excel, donc qui nous permettrait d'avoir les fonctionnalités d'un fichier Excel, mais avec un peu plus d'informations dynamiques, si vous voulez, qu'on peut filtrer. On pourrait ensuite alimenter, disons, ce tableau-là avec certains visuels qui vont peut-être nous parler un peu plus ou être plus colorés un peu, comme on pourrait créer un pie chart ici qui montrerait, par exemple, la somme de montant par type de dépense. Et là, on pourrait voir tout de suite qu'on a de l'information par rapport à tous les types qu'on a ici dans notre entreprise. Et on peut tous voir que la majorité de nos dépenses sont dans le repas, mais qu'on a aussi beaucoup de dépenses en hébergement et avion. On pourrait aussi peut-être voir c'est quoi le coût moyen par type de dépense également. Donc, on pourrait par exemple faire le même principe, la somme des montants. Non, le montant moyen, exactement. Le montant moyen par encore une fois type de dépense. Mais cette fois dans un diagramme à bande comme ça, qui nous permettrait peut-être de mieux visualiser c'est lesquelles qui ont les plus grosses dépenses généralement. Et je vais l'apporter ici en dessous. Et on peut tout de suite voir que, bien naturellement, les dépenses reliées à l'hébergement et aux billets d'avion sont les plus chères comparées, par exemple, au déplacement ou au repas. Donc ça, c'est bien intéressant. On commence ici à pouvoir voir nos données, d'être capable de les analyser un peu. Mais bien entendu, là, notre objectif, c'est d'essayer d'aller voir au-delà de ça, puis de spotter peut-être certains éléments qui ressortiraient du lot en tant que tel, qui nous permettent de voir s'il y a des problèmes. Une des choses qu'on pourrait faire, c'est qu'ici, maintenant, on a une table. On pourrait mettre une mise en forme conditionnelle qui nous permettrait de voir c'est quoi la somme des montants comparée à la moyenne de tous. Pour y arriver, dans Power BI, c'est tout simple. On a littéralement des fonctionnalités de conditionnement ici, dans lequel je pourrais dire, bon, ben, pour, par exemple, la somme de montants, change-moi le fond d'écran de le fond de cette colonne-là ici.
Selon, en changeant dans Advanced Control, selon par exemple le montant moyen. Donc, on va y laisser ici un moment. Je pourrais changer en tant que tel la couleur selon un autre champ. Donc, ici, je l'ai mis dans le client, montant moyen. Et bien entendu, plus c'est bas, mieux que c'est. Donc, on va changer le lowest value comme étant vert et on va changer le highest value comme étant, par exemple, rouge. Je pourrais également dire, ben, mets-moi ça divergent, donc mets-moi une colonne environ au centre, c'est jaune, c'est relativement proche de la moyenne, gardez-moi ça à la chambre. Puis là, tout simplement comme ça, tout de suite, on se retrouve à avoir une mise en forme conditionnelle qui nous montre si la dépense est très élevée relatif aux autres ou non. Là, c'est bien intéressant parce que là, ça prend environ toutes les lignes que j'ai devant moi pour effectuer la moyenne. Mais avec Power BI, tous les visuels peuvent être dynamiques entre eux. Donc, ça me permet de regarder carrément puis de cliquer sur, disons, taxi pour voir tous les éléments, donc toutes les dépenses qui ont été faites pour du taxi. Et là, ma moyenne ici s'ajuste. Donc, on peut voir que, par exemple, les dépenses d'environ 50 $, c'est relativement normal. Quand c'est vert, c'est en bas. Mais on peut carrément continuer à regarder, puis vous voyez tout de suite, on peut voir qu'on a une dépense qui est très, très, très au-dessus de la moyenne pour les dépenses de taxi, autour de 150 $. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui fraude ou quelque chose comme ça. C'est peut-être juste une erreur qui a été effectuée lors de l'entrée des dépenses. Mais ça, des éléments comme ça nous permet de soulever la question puis d'aller plus en profondeur en parlant aux bonnes personnes ou en demandant, par exemple, à Shaima s'il y a eu quelque chose au niveau de cette dépense de taxi-là. On pourrait aussi commencer à incorporer des choses un peu plus compliquées qui nous permettraient de voir si les dépenses sont en ligne avec la politique qu'on offre. Donc, imaginons, mettons, dans le cadre de cet exemple-là, qu'on a une politique interne d'environ 45 sous le kilomètre. Puis qu'on a aussi une politique interne de repas par jour de voyage. Donc, par exemple, quelqu'un va en journée de voyage, on lui offrirait, disons, 20 $ le déjeuner et dîner et 40 $ le souper, donc 80 $ par jour de voyage. Pour y arriver, c'est relativement simple, mais ça demande un petit peu à créer certaines logiques en DAX. Puis pour y aller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des colonnes pour calculer, par exemple, dans notre table de dépenses, c'est quoi le montant en kilomètres qu'on devrait rembourser pour chacun. Donc, si vous vous rappelez bien, si je remonte la table de dépenses, on avait le montant, puis on avait également le kilométrage ici, qui s'applique lorsque c'est une dépense de voyagement en voiture. Donc, tout de suite, on pourrait créer des colonnes calculées dans cette table-là qui ressembleraient environ aux colonnes que vous pourriez faire en Excel. Pour les besoins de la cour, je les ai également déjà créées. Donc, on va en faire une relativement simple qui regarde si, par exemple, le type de dépense est un en voyagement en voiture, qui va littéralement prendre le nombre de kilométrages, puis qui va lui dire fais-moi ça fois 45 sous, pour me donner une idée de quel genre de dépense qui serait permise. Donc, vous pouvez voir ici, c'est relativement simple. Ça utilise la formule if, qui est comme les si dans Excel. Et tout de suite, on a une colonne nouvelle qui est calculée sur le champ, qui nous montre, on va aller un peu plus bas quand on a du kilométrage, question de vous le montrer, qui nous montre, par exemple, ben, avec ce nombre de kilomètres-là, ça aurait dû être 56,25 $, ce qui marche ici. On pourrait passer sur chacune des lignes et commencer à regarder qu'est-ce qui match et ne marche pas, mais on est plus intelligent que ça. On va créer une mesure qui va regarder en tant que telle tout de suite s'il y a une différence entre ces choses-là, puis qui va nous faire une espèce de flag, donc certains d'indicateurs qui va nous permettre de montrer ces éléments-là. Donc, on va se faire une nouvelle colonne ici. De la même manière, qui va tout simplement regarder la différence entre ces deux choses-là. Si la différence est plus grande que 0, elle va nous faire un flag qui va juste simplement écrire politique kilomètre. Donc, imaginez qu'avec ça, on peut commencer tout de suite à voir les lignes qui sont hors du commun au niveau de la politique. Donc, par exemple, cette personne-là ici aurait dû recevoir 67,05 $ pour le nombre de kilométrages qu'elle a fait, mais elle demande d'être remboursée pour 95. On pourrait commencer à analyser nos choses comme ça, mais ce serait plus intelligent de se créer un certain visuel qui nous le montrait tout de suite, par exemple. Donc, partons un peu de ce qu'on a fait ici. On pourrait se faire une table toute simple dans Power BI qui nous montrerait, par exemple, la date. Et là, je peux modifier la hiérarchie. On pourrait juste garder certains éléments comme le mois, le corps. Gardons la date au complet pour l'instant. Qui pourrait nous montrer ça avec le nom de l'employé, très important.
disons, la somme du montant de dépenses qu'on a déjà calculé au préalable. Puis on pourrait également montrer certaines autres colonnes qu'on a, comme par exemple le montant de kilométrage qu'on a déjà calculé, on pourrait présenter, et avec, disons, le nombre de kilomètres qui a été fait par cette personne-là. Donc là, on se retrouve à avoir une table qui montre tous ces éléments-là pour tous les gens dans notre liste. C'est pertinent, mais ce n'est pas exactement ce qu'on veut. On aimerait vraiment juste voir ceux qui sont portés dans l'indicateur qu'on a créé. Donc, on pourrait carrément rajouter l'indicateur qu'on a fait ici comme étant un filtre de visuel qu'on a ici pour lui dire, bon, mais présente-moi cette table-là, mais présente-moi seulement pour ceux qui ont politique kilomètre, qui est la nouvelle colonne que j'ai créée. Et là, on se retrouve à immédiatement voir, puis ça va toujours rester en tant que tel en lien avec notre fichier Excel. C'est quoi la liste des dépenses qui ont été faites qui vient à l'encontre de notre politique interne de kilomètres. Donc, on peut tout de suite voir que Léonie, non seulement a fait ça 2 fois aussi, on pourrait peut-être lui poser la question pourquoi est-ce que ces montants-là sont plus élevés que ce qui est présenté. Vous comprenez la logique ici, on pourrait faire quelque chose de similaire au niveau du repas par jour de voyage, si vous voulez, en rajoutant des colonnes calculées dans notre table de voyage. Donc ici, on a une table qui montre la liste de tous les voyages avec le nombre de jours. On pourrait commencer par dire, bon, ben, nombre de jours, qu'est-ce qui représente le montant admissible de, disons, de repas? Donc, on va se rajouter une colonne qui est repas permis, qui est tout simplement le nombre de jours fois 80. Comme ceci. Et ensuite, on va venir utiliser cette colonne-là ici pour aller calculer. Donc, on va se faire une colonne additionnelle qui va venir calculer c'est quoi le nombre de repas qui a été pris pour chacun de ces voyages-là, de manière à ce qu'on puisse comparer par la suite nos 2 colonnes, comme on a fait avec celle de kilométrage. Et voilà. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va littéralement aller faire la somme, puis ça, un peu, c'est la force des relations qu'on a créées auparavant ici dans le modèle. On va aller faire la somme pour chaque voyage de quel montant qui a été utilisé pour les repas spécifiquement. Donc, j'utilise la fonction calculate qui est très pratique en DAX pour faire la somme des montants pour toutes les dépenses qui sont de type repas. Ayant maintenant ces 2 colonnes-là, on va pouvoir comparer en tant que tel ces deux éléments-là ensemble. Donc, imaginons ici qu'on va se créer une colonne très similaire à ce qu'on avait fait avec l'autre, ce qu'on va pouvoir rapidement voir quel voyage a eu des repas beaucoup trop chers. Comme par exemple, on peut tout de suite voir que New York, ici, on aurait alloué environ 160 $ de repas quand il y en a eu 250 dans le compte de dépenses. Donc, vous comprenez la logique. Ici, on va se faire une autre table similaire à ce qu'on a fait. Et voilà, là, j'étais en train de changer un filtre en table. Donc, on va se faire un nouveau visuel dans lequel on peut montrer rapidement, par exemple, similaire à l'autre, la date. On pourrait montrer des éléments comme, encore une fois, le nom de l'employé, très important. Pourquoi pas le voyage, donc la ville, ainsi que, disons, le montant repas. Et le repas permis. Et changeons montant repas ici pour le montrer. On pourrait se créer une mesure, ce serait la meilleure pratique. Pour autant, en ce moment, montrons seulement la somme de chacun. Et faisons ce qu'on a fait un peu avec l'autre. On va rajouter un filtre qui va nous dire, bon, ben, montre-moi seulement les éléments qui sont relatifs à la politique de repas, donc qui entrevient, qui sont contre notre politique. Donc, on peut tout de suite voir qu'on a un certain compte de repas permis. On va mettre une somme ici aussi. Qui vont tout de suite nous montrer, bon, ben, il y a eu Celia Carlin à New York qui aurait dû avoir seulement 160 $ de repas, mais qui en a eu 250. Là, on pourrait commencer à jouer avec les formats, montrer ça en dollars, montrer ça plus propre aussi. On peut prendre du temps en tant que tel pour rendre notre dashboard plus beau. Dans tout ça, par exemple, on pourrait, par exemple, rajouter un peu d'informations en créant un diagramme à bande qui nous montrait c'est quoi le coût moyen par ville, par exemple. Question de rendre ça plus pertinent. Donc, on pourrait prendre la mesure de montant moyen, puis de montrer la ville, juste au-dessus.
qu'on pourrait mettre, disons, juste en dessous. Et là, on pourrait utiliser des capacités de drill down de Power BI. Question d'aller voir plus en profondeur. Si, par exemple, quelqu'un trouve que ça l'a coûté très cher à San Francisco, on pourrait littéralement rajouter certains éléments de d'autres tables, comme par exemple le type de dépense juste en dessous de la ville, ce qui nous permettrait de voir plus en profondeur en activant la fonctionnalité drill down ici pour dire, bon, mais San Francisco, c'est intéressant. J'aimerais non seulement filtrer mon tableau de bord au complet sur San Francisco, question de voir toutes les dépenses qui ont été faites, mais j'aimerais aussi voir c'est quoi le montant moyen par description, donc par avion, par hébergement, par repas. Donc, on peut voir tout de suite que ce qui coûte cher à San Francisco, c'est de prendre l'avion. Et voici la liste de toutes les dépenses qui ont été faites à San Francisco. Donc, finalement, par exemple, à tout ça, on pourrait acheter une quantité de fonctionnalités qui nous permettrait de tout de suite voir, par exemple, certains problèmes qu'on aurait dans l'entreprise. Imaginons qu'on a un problème avec beaucoup de personnes qui font des comptes de dépenses de repas la fin de semaine, ce qu'on n'autoriserait pas, par exemple, à moins de cas spéciaux. Donc, on pourrait se créer un certain filtre qui nous permettrait de filtrer le tableau de bord en entier sur ces éléments-là, en faisant, par exemple, une nouvelle colonne, un peu comme qu'on a fait avec d'autres éléments pour les repas de week-end. Donc, imaginons ici qui, dans dépenses, on pourrait faire un flag si deux choses. Si la dépense est de type repas et si elle a été effectuée la fin de semaine. Donc, dans notre table de date, on a déjà créé un indicateur qui montrerait si c'est la fin de semaine ou non. Donc, on pourrait tout simplement se créer une nouvelle colonne calculée encore dans notre table de dépenses. Qui filtrerait et nous donnerait un indicateur si le repas a été fait le week-end. Donc, ce que cette chose-là vérifie, c'est qu'on vérifie si dans la table de date, c'est une journée de fin de semaine et si le type, c'est un type de repas, pour nous dire que c'est un repas de fin de semaine. Donc, on aurait un indicateur ici qui nous dirait quand c'est un repas de fin de semaine. Un autre indicateur peut-être qu'on pourrait se créer pour clore le tout, c'est par exemple un indicateur qui va nous montrer si une dépense a été faite plus d'une fois. Donc, celle-ci est un peu plus compliquée, mais c'est plus pour vous donner un exemple de jusqu'à où on peut aller avec du DAX. Donc, ce qu'on pourrait vérifier, c'est est-ce qu'une dépense a été faite, parmi tous les éléments-là, elle a été faite plus d'une fois, peut-être par erreur ou peut-être un peu par quelqu'un qui sait un peu comment que le système fonctionne. Tu sais. Ce qu'on a ici comme mesure, c'est une mesure qui, premièrement, crée une variable qui va vérifier en tant que tel le compte de chaque ligne, puis il va vous dire, bon, ben, si le compte est plus grand que 2, dis-moi que c'est répétitif, tu sais, et plus grand ou égal à 2. Donc, ça nous fait certains flags, si vous voulez, qu'on pourrait incorporer dans des fields comme on a fait, mais par exemple, disons cette fois-ci sur le côté du tableau de bord qu'on a, on pourrait tout simplement se faire un filtre très rapide dans lequel on mettrait nos deux nouvelles colonnes qu'on a faites. Donc, par exemple, repas week-end, qui n'a rien au repas week-end, ou carrément, je vais copier-coller mon visuel, puis on pourrait en faire un aussi avec répétitif. On pourrait créer, un peu selon c'est quoi tous nos besoins d'affaires, plusieurs filtres comme ça qui nous permettraient de rapidement voir certains problèmes peut-être qui sont récurrents dans notre cas. Par exemple, ici, je vais changer repas week-end par répétition. Et là, je me retrouve à avoir deux filtres relativement simples qui montreraient, par exemple, quelles sont toutes les transactions ici qui sont des repas qui ont été faits la fin de semaine. Donc, bien entendu, ça file certains éléments. Comme on peut voir que maintenant, c'est 100% des repas qui sont affichés. On peut voir tout de suite la somme des montants qui ont été faits pour des repas la fin de semaine, puis le nombre de repas la fin de semaine qui ont été déclarés. Donc, c'est quand même assez un grand nombre ici. Là. Fait qu'on pourrait commencer à voir s'il y a certains problèmes. On peut voir tout de suite qu'Alexandre Renaud fait ça relativement souvent. Est-ce que c'est dans le cadre d'un voyage? Peut-être. On pourrait cliquer, par exemple, là-dessus et dire, bon, ben, Alexandre Renaud, ces dépenses ont été faites localement ou à Toronto. On peut voir qu'il a été fait lors d'un voyage à Toronto. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on permettrait dans ce cas-ci. Donc, on peut voir que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder si on a environ 1 000 $ de dépenses les week-ends comme ça. On pourrait tout de suite aussi changer notre type de filtre puis utiliser le filtre de répétition. Question de voir toutes les dépenses qui ont été faites plus d'une fois. Par exemple, quand je clique sur répétitif, on va voir la liste de nos dépenses encore une fois qui vont nous montrer par exemple, on peut voir que Enzo Lemoine, ici, la même journée, donc 2 fois le 14 février, c'est stationné pour 10 $.
peut-être qu'il a changé d'emplacement, peut-être qu'il visitait plusieurs clients ou quelque chose comme ça, puis qu'à chaque fois, ça l'a coûté 10 $. Mais il y a quand même un certain flag à lever pour aller voir, peut-être, puis s'interroger. Enzo, pourquoi est-ce que tu t'es stationné 2 fois pour 10 $? Est-ce que tu essaies d'en passer une? Est-ce que c'est peut-être une erreur que tu as faite de mettre la dépense 2 fois? Mais du moins, tous ces outils-là nous permettent d'aller plus en profondeur puis de commencer peut-être à analyser puis à se poser les bonnes questions. Donc, bien entendu, ça, c'est un peu un exemple que je voulais vous montrer de tableau de bord qui vous permettrait peut-être d'analyser vos comptes de dépenses. On pourrait passer beaucoup plus de temps à le peaufiner, à le mettre beaucoup plus beau aussi, bien entendu. On pourrait également le publier sur Power BI Services sur le web, de questions de pouvoir le partager avec les autres ou d'y accéder ou de mettre des alertes, un peu comme Régent vous a parlé. Mais j'espère que ça vous a donné peut-être quelques pistes de créativité, si vous avez les données, de comment vous pourriez vous prendre pour retirer de la valeur de ces données-là. Donc, c'est environ tout pour moi. Je retourne la parole à Régent qui va peut-être pouvoir clore un peu le tout à ce niveau-là. Bon, ben merci beaucoup, Alexis, pour cette démonstration. Écoute, ça vous a donné une idée à tous, là, comment est-ce qu'on peut créer ça? Évidemment, bon, ben, on cherchait pas des fraudes, mais on faisait aussi des erreurs, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport au chiffrier Excel, si on a un beau tableau de bord tout bien monté, le mapping est monté pour tout le temps, fait qu'il est automatique, puis il va bien, puis la distribution va bien. Fait que c'est un peu ce que je veux dire en conclusion, hein. Distribution des rapports sécurisés, gestion de la sécurité est facile, il y a des alertes possibles. On peut utiliser vos chiffriers Excel qui existent actuellement, mais aussi on pourrait carrément prendre les données directement de votre système de compte de dépenses. Il y a des gens qui ont des systèmes de compte de dépenses. Écoutez, j'ai eu une petite question pendant le webinaire. Il voulait savoir si on pouvait avoir mon Dieu, Cancore, qui est un logiciel d'entrée de compte de dépenses. Est-ce qu'on peut se connecter directement à cette source-là? Ben, la réponse est non, mais aussi en même temps, il y a des connecteurs qui permettent d'accéder à Power BI et accéder à cette base de données-là. Donc, il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire en d'autres mots, c'est que peu importe la base de données ou le système de compte de dépenses que vous utilisez, il y a moyen d'extraire les données de ça, puis d'avancer, puis à mettre Power BI par-dessus. Fait que, en conclusion, c'est un peu ça. Fait que là, j'ai répondu déjà à une question, fait que je me suis avancé un peu. Je pense qu'Étienne, toi, tu as pris en note toutes les questions possibles, les questions qui ont été posées pendant le webinaire. Mais avant de passer aux questions, on a d'autres. Là, on va être au Datavore le 20 mars. Vous allez pouvoir nous toucher, puis nous voir, puis nous parler en vrai. Ça, c'est notre prochain événement. Sinon, on a un atelier Power BI Dashboard in a Day le 21 mai puis le 19 juin. Ça, c'est en collaboration avec Microsoft. Donc, on est dans les bureaux de Microsoft. Puis pour ceux d'entre vous qui ont trouvé ça un petit peu compliqué, monter les tableaux de bord aujourd'hui, vous pouvez participer à cette journée-là au complet. C'est une journée complète. C'est un atelier, en fait. Vous allez là, puis on va monter un tableau de bord avec vous, avec des données qu'on va vous fournir, etc. Vous emmenez votre ordinateur, votre PC, puis après, à partir de là, vous allez être capable de pouvoir, à la fin de la journée, au moins manipuler un peu les choses. Fait que ça serait peut-être une façon de vous introduire en vous inscrivant à un de ces deux ateliers-là au mois de mai ou au mois de juin. Sinon, ben écoutez, on a le 24 avril, le 29 mai, option finance de support SQL Server, c'est option fin de support, hein, la migration, c'est la migration SQL Server 2008. Puis un autre le 29 mai, c'est une intelligence compétitive, ça tourne beaucoup alentour des ventes, ce webinaire-là. Fait que je vous invite à vous inscrire puis à participer à ça si ça vous intéresse. Bref, là, je pense qu'on est prêt pour passer aux questions. Bon, ben merci Régent, merci Alexis. C'était vraiment là, deux très, très bonnes présentations. Bon, là, je remarque qu'on a passé pas mal de temps pour la démo, puis c'est correct, là, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Sauf que on est déjà 5 petites minutes en retard, alors on n'aura peut-être pas le temps, mais des questions, malgré que je vais peut-être en prendre une rapidement parce que je l'avais remarqué moi aussi. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai noté que plusieurs chiffres dans la mémo avaient plusieurs décimales alors que d'autres étaient arrondis. Alors, est-ce possible d'arrondir tous les chiffres ou est-ce une limitation? Je ne sais pas si Alexis ou Régent, un des deux qui pourrait répondre. C'est définitivement possible en tant que tel. Quand vous construisez votre tableau de bord, vous pouvez changer le format de chacun des champs. Là, oui, c'est ça, on avait certains champs avec plusieurs décimales. On peut définir pour dire arrondis-moi toujours, peu importe, à 2 décimales, 1 décimale, aucune décimale, par exemple, aussi. On peut changer le format pour montrer en chiffres, en pourcentage aussi. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Un peu comme on est habitué avec Excel, finalement, de faire. Exactement.
OK, parfait. Bon, ben écoutez, encore une fois, on a reçu d'autres questions, mais on va vous contacter directement, soit par courriel ou si c'est un peu trop complexe, peut-être on essaiera de vous rejoindre par téléphone. Ça conclut là aujourd'hui notre présentation. Premièrement, je veux vous remercier encore une fois là, du temps que vous nous avez accordé. On l'apprécie grandement. Et puis, on espère là, qu'on a réussi à partager avec vous une partie de nos connaissances